Est-ce que vous avez bien mangé? Oui? Pas trop non plus? Parce qu'il y a toute l'après-midi à suivre. J'espère que vous n'allez pas trop être en phase de digestion. Alors, on va tous se mettre debout. Non, écoutez, je vous propose d'introduire l'après-midi avec Thomas qui va nous parler de sécurité dans les appels API depuis les apps mobiles, parce qu'on est là pour parler de mobile. Bonjour à tous. Peut-être faire une vague d'applaudissements pour donner de l'élan. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être venus aussi nombreux à cette présentation. Donc oui, on va parler de sécurité, entre autres, j'espère. Du coup, pour introduire un petit peu le sujet, normalement, on a tous dans la poche ça. Ceux qui ne l'ont pas dans la poche, c'est qu'ils l'ont dans la main et qui ne sont pas attentifs. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a cet appareil tous aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est un téléphone? Oui, non, bon, c'est ce qu'il y avait avant, hein. Mais ça fait un petit peu plus que le téléphone qu'on avait avant. Ça a une puissance de calcul bien supérieure. C'est capable de géolocaliser, de savoir où on est. C'est capable de stocker beaucoup plus de choses. C'est capable de jouer des sons. C'est capable d'enregistrer des sons, heureusement pour un téléphone. Ça prend des très bonnes photos, de plus en plus. C'est capable de pointer le nord. C'est capable de savoir comment il est positionné dans l'espace. Donc, c'est vraiment une machine avec un hardware assez impressionnant. Pourtant, aucune de ces fonctionnalités n'est la fonctionnalité phare de cet appareil. Ce qui fait que cet appareil a percé, si ça a conquis le monde, c'est parce que ça communique avec Internet. Quelle merveilleuse invention qui est Internet. Donc, on a probablement tous dû coder un lien avec Internet sur nos applications ici. Alors, il peut y avoir plein de raisons pour ça. Ça peut être simplement pour communiquer avec d'autres personnes. Ça peut être pour accéder à des données en temps réel, accéder à encore plus de stockage s'il n'y a pas assez sur votre appareil, accéder aussi toute la connaissance, avoir plus de puissance de calcul, et autant des intelligences artificielles et en particulier des LLM, ça devient important. On ne peut pas tout faire on-device. Bref, on peut quasiment faire tout ce que l'appareil ne peut pas faire grâce à Internet. Donc, on va parler un petit peu en détail de la connectivité avec Internet et surtout en particulier d'implications sécurité que ça peut amener. Et donc, on va essayer d'introduire des notions que vous ne savez peut-être pas sur ce que ça implique de communiquer avec Internet. Avant toute chose, je suis Thomas. Je me fais appeler Dean sur Internet parce que c'est un peu plus mondial que Thomas Duran, qui est un petit peu plus dur à prononcer. J'ai étudié ici, à Nantes, un peu plus loin, sur Romont-et-L'Erdre. Voilà, je suis back-end architecte, donc j'essaye de faire de l'architecture logicielle principalement basée back-end pour une boîte de legal tech qui s'appelle DailyTrust à Paris. Je code aussi des applications en iOS Indie, donc j'ai une première application qui s'appelle Padlock qui gère des digicodes et une deuxième application qui permet de gérer du partage, des liens, des choses comme ça. C'est des petites choses pour s'amuser le soir. Et voilà, je donne aussi des conférences, j'écris sur mon blog. Je suis principalement Apple enthusiast, mais bon, on ne peut pas être parfait pour certains, et puis sinon on est parfait pour d'autres. C'est clivant. Concernant mes applications, voilà, j'en ai déjà parlé. Si ça vous intéresse, elles sont que dans l'App Store. Désolé pour Android, mais je ne désespère pas à l'idée de faire du développement Android dans le futur. Et puis il y a une petite promotion aujourd'hui tout spécialement pour vous. Donc, dans ce talk, on va parler de communication avec votre application, avec le web en général. On va aussi voir un peu comment la cryptographie amène une certaine couche de sécurité et puis aussi comprendre ces sécurités-là pour en percevoir ses limites. On va voir des mécanismes d'identification et d'authentification au sein de vos apps et discuter un petit peu aussi d'implications sécurité que ça implique. On aura peut-être le temps d'avoir un petit peu de mots sur les données utilisateurs et ce que ça implique de manipuler des données utilisateurs une fois qu'on a travaillé sur tous les aspects sécurité qui sont avant. Et on parlera aussi, et c'est étonnant, de mon chat. Voilà, bon,
puisqu'on va en parler, je vous propose de le présenter également. Donc, mon chat s'appelle Newton, c'est un Européen, c'est la façon polie de dire que c'est un croisé de toutes parts. Il aime dormir, il aime manger et il aime ronronner. Voilà, c'est un chat normal et comme tout chat normal, il ignore complètement mon chien. Parce que j'ai aussi un chien et si je ne présente pas mon chien, ma femme va me tuer. Donc, je présente également le chien, mais on n'en reparlera pas après. Désolé pour lui. Mon chien, Charlie, c'est un cocker. Et alors lui, il aime les copains, il aime manger, il aime les balades et il adore le chat. Vous imaginez bien que les relations sont parfois compliquées. Voilà, bon, on va enchaîner dans ces cas-là. Donc, commençons avec la communication de votre application avec le web. Donc, votre application communique avec le web. C'est un peu un gros mot pour dire que votre application communique avec un serveur, donc un autre ordinateur, quelque part dans un data center perdu dans le monde. Allez savoir. Sauf qu'en fait, bon, vous ne communiquez pas vraiment avec un serveur, vous communiquez avec des serveurs et plusieurs machines, certaines que vous maîtrisez, d'autres pas. Et puis, c'est des communications de différentes formes. Des fois, c'est vous demandez quelque chose, vous avez une réponse. Des fois, c'est une communication plus ou moins en temps réel. Des fois, vous envoyez juste quelque chose et vous vous moquez de la réponse. On pourrait mettre des noms à tout ça, des noms un peu techniques, un petit peu barbares. Et puis, si on regarde de plus loin, l'infrastructure qui est l'infrastructure d'une application moderne au back-end, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir encore plus de serveurs, on va avoir une base de données, encore plus de communication, encore plus de façons de communiquer entre les différents services. Et ça devient un joyeux petit bazar. Excusez-moi. Je pensais à mon chat. qui prennent tous leur nom et leur spécificité. Sauf que quand on regarde le détail de tout ce qu'il y a derrière tout ça, eh bien, on trouve seulement 2 protocoles qui permettent de faire la puissance de toutes ces communications que vous utilisez, qui est des choses que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, TCP qui est le plus répandu parce qu'il vient assurer que ce que vous envoyez est bien reçu et que vous ayez bien une réponse quand on vous l'envoie. Et UDP qui est un petit peu plus, comment dirais-je, aléatoire, mais qui a ses avantages. Bon, cette spécificité entre les deux a amené beaucoup de mèmes et de blagues sur Internet qui parfois sont assez travaillées. J'aime beaucoup celle-ci personnellement. Bref, revenons-en au protocole. Donc ces 2 protocoles sont tous les 2 basés sur les IP et qui vont ensuite passer sur les réseaux. Et des réseaux de 2 types. Il y a les réseaux privés et les réseaux publics. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à ce qu'on se rende compte que toute communication qui va passer sur un réseau public est par définition publique. Et par conséquent, si on veut se protéger d'une interception ou d'une altération de ce qui passe sur le réseau public, eh bien, le problème, c'est qu'on ne peut pas. C'est public. Tout ce qui passe sur le public peut être intercepté, peut être modifié. On verra par la suite qu'heureusement, des solutions ont été apportées. Donc, à quoi peut-on faire confiance quand on communique avec Internet ? La première approche pourrait se dire, on fait confiance à ce qu'on possède. Bon, on possède l'infrastructure back-end et puis on possède l'application. Mais en fait, la réalité est un petit peu plus compliquée parce que l'application, elle est installée sur un système dont vous n'avez pas le contrôle. Et par conséquent, l'application que vous développez en mobile, elle fait partie d'une petite chose que nous aimons bien appeler la Danger Zone. Donc, oui, mais attention, là c'est le moment qui fait peur. Donc, la zone de danger, c'est l'endroit où vous avez ce que vous ne pouvez pas faire confiance. Par conséquent, tout ce qui vient de la zone de danger doit être vérifié. C'est ce qui est représenté ici par cette limite jaune. Tout ce qui rentre sur vos serveurs, c'est là que vous devez faire vos contrôles de sécurité, que vous devez vous assurer que tout est bon, tout est bien, tout est propre. Et tout ce qui est en dehors, vous ne pouvez par définition pas y faire confiance, votre application comprise. Donc déjà, si vous avez dans votre application des vérifications de sécurité qui ne sont par la suite pas vérifiées par le serveur, c'est peut-être le moment d'avoir une petite discussion avec les gens qui travaillent sur le côté serveur de vos applications, mais j'espère que ce n'est pas le cas.
c'est le moment idéal pour faire notre première pause. Cette première pause pour vous reparler de mon chat. Je vous l'avais promis. Donc, mon chat Newton, à un moment, je me suis dit que j'avais envie de voyager et que je n'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui passe matin et soir. J'ai donc acheté cette machine, qui est une machine pour nourrir le chat. Et c'est venu avec plein de fonctionnalités, une application connectée, c'était possibilité de nourrir à distance, de changer le planning. Bon, l'application, elle n'est pas folle quand on voit le design. Eh ben, sachez que le look est associé à la fonctionnalité. C'est-à-dire que le truc était buggé, c'était assez inutilisable en pratique. Bon, même si c'est le genre de choses, on l'utilise une fois et puis après, on s'en fiche. Mais je me suis dit, bon, je suis un ingénieur, et si on s'amusait à recoder tout ça? Bon, alors, recodons une application pour contrôler la machine du chat. Ça semble être un projet rigolo, sur un petit week-end, il y a moyen de s'amuser. Pour ça, il y a besoin de comprendre comment l'application communique avec le monde extérieur. Donc, c'est une forme de reverse engineering qui, je le rappelle, n'est normalement pas légale en France, donc ne faites pas ça à la maison. Et ça peut se faire assez facilement. Donc, à l'époque, je l'avais fait avec un logiciel qui s'appelle Burp Suite, mais qui est un petit peu vieillot aujourd'hui. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais avec Proxyman. Et ça permet de faire justement cette interception dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas s'en protéger, on peut le faire facilement à la maison. Quand on utilise un logiciel comme Proxyman, on se retrouve avec ce genre de choses où on voit tous les appels entrants et sortants d'un appareil. On peut du coup lister les différentes adresses et les connexions qui se font. Et ça permet d'intercepter. C'est une première étape pour comprendre comment fonctionne l'API. J'ai pu isoler dans l'application l'appel à 2 adresses. Alors, moi, il y a ce que j'appellerais des red flags quand je commence à travailler. Alors, le premier red flag, déjà, sur une application de prod, il est là. Je veux dire, quand on commence à intercepter du dev sur une app de prod, c'est déjà qu'il y a un premier problème. Mais il y a un autre red flag, et celui-là, il est un peu plus grave à mon goût. Il est ici. Voilà. Alors, ce red flag-là, il ne m'a pas fait rire longtemps. Et on va pouvoir en parler un peu plus en détail. Il manque un peu le S ici. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent vraiment ce que ça représente, le S derrière? Bon, on sait que c'est la sécurité. C'est un petit peu le gros mot. On va essayer de creuser un petit peu ce que ça veut dire. Donc, pour revenir sur ma slide précédente, je disais qu'on ne pouvait pas se protéger de l'interception des appels. Et on ne pouvait pas s'en protéger des altérations non plus. C'est vrai. Par contre, on peut se protéger de l'interception de la donnée qu'il y a dedans et on peut se protéger de l'altération de la donnée. Et pour faire ça, on va utiliser un gros mot. Ça s'appelle la cryptographie. Alors, je vais vous montrer 2 concepts de cryptographie que vous connaissez peut-être, mais qui sont essentiels pour comprendre la suite. Le premier concept, c'est le concept de la clé partagée. Vous avez une clé, vous avez un message, vous utilisez la clé pour chiffrer le message. Le message, vous pouvez le faire transiter sans qu'il puisse être compris ou altéré. Et ensuite, vous déchiffrez le message. Si le message a été altéré, le déchiffrement va moins bien se passer. Ça, c'est bien. Ça s'appelle un chiffrement à clé symétrique. C'est pratique, mais ça a quand même un gros problème. Comment on fait pour partager la clé? Parce que bon, il faut avoir la même clé des 2 côtés. Bon, ça ne résout pas tous nos problèmes, mais ça permet déjà de commencer à avoir de la communication un peu plus privée sur un réseau public. Le deuxième concept, c'est de partir avec une clé qui va être double cette fois-ci. On va avoir une partie publique et une partie privée. Comme on a une partie publique, on peut transmettre cette partie publique de façon totalement arbitrairement. Et on va utiliser par exemple la partie privée pour chiffrer un message. N'importe qui a la partie publique va pouvoir déchiffrer ce message, mais on ne peut pas déchiffrer ce message avec la partie privée. Ça veut dire que n'importe qui a la partie publique, c'est-à-dire n'importe qui, peut déchiffrer ce message. Ce que ça nous donne, c'est l'authenticité. Seul quelqu'un qui possède la clé privée peut avoir émis ce message. C'est déjà une première information. Mais il y a un deuxième point, c'est qu'on peut utiliser la clé publique pour venir chiffrer un message, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus le déchiffrer qu'avec la clé privée. Ce qui veut dire que vous pouvez donc envoyer des messages, et vous savez que seul celui qui a la clé privée va être capable de déchiffrer ce message. Ça, c'est un autre concept qu'on appelle cette fois-ci le chiffrement avec une clé asymétrique. On peut voir le pattern, il n'y a pas trop de hasard.
mais ce sont les fondamentaux de la cryptographie en général, et c'est ce qui va permettre de faire toute communication sécurisée sur Internet. Notamment celle dont on va parler juste après, TLS pour Transport Layer Security. Désolé pour mon accent merveilleux. Du coup, je vais plutôt la faire en français. C'est la couche de transport sécurisé et qui est finalement la technologie qui est cachée derrière le HTTPS. Alors, comment ça fonctionne? On a notre serveur et notre serveur va avoir sa clé privée et son certificat public. Quand on veut se connecter au serveur avec nos appareils ou notre navigateur, on va recevoir le certificat public et on va pouvoir générer une clé symétrique cette fois-ci pour pouvoir communiquer. Cette clé symétrique, on la chiffre avec le certificat public, ce qui veut dire que seul le serveur va être capable de déchiffrer cette clé. On l'envoie, personne ne peut lire ça, c'est un secret, ils ne savent même pas que c'est une clé. C'est déchiffré par le serveur et on se retrouve dans une situation où le serveur et l'appareil partagent une clé symétrique et donc peuvent communiquer en toute sécurité. C'est un petit peu simplifié, mais globalement, c'est l'idée. C'est ce qu'on appelle un handshake. C'est un serrage de main entre le serveur et votre appareil pour assurer une communication sécurisée sur des réseaux publics. Cependant, il y a encore 2-3 petits problèmes. Là, ce qu'on vient de faire, ça permet d'avoir la confidentialité, mais aussi l'intégrité de l'échange. On ne peut plus lire un échange au milieu. On ne peut plus non plus modifier un échange au milieu parce que sinon, le chiffrement ne fonctionnerait plus. Par contre, il y a un autre problème qui, lui, est plus grave, c'est que le certificat public vient du serveur avec lequel vous communiquez. Ça sous-entend que vous devez faire confiance au serveur avec lequel vous communiquez. Et pour ça, il faut s'assurer que vous communiquez avec le bon serveur. Prenons un exemple. On a toujours notre serveur. On prend le certificat de ce serveur. Déjà, pour commencer, on n'a aucune garantie. Si vous ne connaissez pas l'adresse du site avec lequel vous communiquez, vous n'avez pas la garantie que ce n'est pas un serveur qui est juste là pour aspirer votre carte bancaire. Donc, c'est pour ça que le raccourci HTTPS égale sécurité, ça ne marche pas si bien. Bon. Heureusement, on est un petit peu plus sensibilité que ça. On ne s'intéresse qu'à des adresses qu'on connaît normalement. Mais il y a quand même autre chose. Imaginons qu'on a un serveur qui est parfaitement légitime à gauche et qu'on a quelqu'un qui parvienne à intercepter tous les appels vers ce serveur entre vos appareils et ce serveur, mais qui, lui, va générer son propre certificat avec sa propre clé pour dire « Je suis ce serveur, tout va bien, tu peux communiquer avec moi ». Ça, c'est problématique parce que si vous récupérez le certificat de ce serveur-là, vous allez communiquer avec le serveur pirate sans même vous en rendre compte et tout sera intercepté. C'est ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu et c'est un problème qui est résolu heureusement par TLS, je vous rassure. TLS, en fait, faut regarder un petit peu plus dans le détail de ce qui se cache dans un certificat. En fait, dans un certificat, il y a certes la clé publique dont je vous parle depuis le début, mais il y a un petit peu plus. Il y a le nom de domaine qui permet d'identifier le certificat. Il y a une expiration, ce n'est pas ad vitam aeternam qu'un certificat est issu, mais le plus important, il y a ce qu'on appelle un Certificate Authority qui vient en fait donner la preuve de l'authenticité de ce certificat. Et ça, c'est un peu rigolo parce que ça repose encore sur de la crypto. C'est-à-dire que Certificate Authority, c'est en général une compagnie qui va posséder une clé privée et un certificat. Et vous allez avoir ce certificat qui va être déjà paramétré sur vos appareils en mode certificat de confiance. Ces certificats-là, ils arrivent grâce aux mises à jour du système et vous avez un certain nombre de certificats de sociétés qui sont mis en confiance par le système, par vos providers, donc par Google qui fait les mises à jour Android ou par Apple qui fait les mises à jour iOS, etc. Et j'en passe. Le Certificate Authority, son certificat, il va être valide pour des décennies. Voilà, je crois que Let's Encrypt, qui est un des providers gratuits et faciles à mettre en place, c'est autour de 2035, l'expiration de cette clé-là. Donc, c'est un peu loin. Et donc, pour éviter que cette clé ne fuite, elle est bien protégée, elle est cachée, elle est dans des coffres. Enfin, je ne sais pas comment ils stockent ça, mais ils ont des normes de sécurité. Et ils génèrent des clés intermédiaires qui, elles, sont valides pendant plusieurs années, qui vont faire les vraies signatures. Et ils vont renouveler ces clés-là plus souvent parce que c'est plus facile et ce sera aussi plus facile de les sortir pour faire les choses. Une fois que, grâce à toutes ces clés-là, on va pouvoir générer toujours avec de la cryptographie pour prouver que ça vient bien
qu'il y a une sorte de chaîne de vérité, les clés qui vont être sur le serveur final. Donc en fait, la clé qu'utilisent les serveurs n'est pas générée par le serveur, elle est générée par ce Certificate Authority. Et ça, c'est l'ordre de grandeur de validité, c'est quelques mois jusqu'à un an et quelques. Cette clé-là va donc être dans le serveur et permettre la connexion sécurisée qui sera acceptée par le device parce que le certificat est dedans. Ça, c'est comme ça qu'on a résolu le problème de l'authenticité des serveurs avec TLS. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, ça ? Parce que bon, là, ça, on va quand même un petit peu s'intéresser aux conséquences pour nous. Là, pour l'instant, on a fait beaucoup de théories. Donc, est-ce qu'on peut toujours avoir une attaque man in the middle avec ce système ? Alors, j'aimerais que ce soit non. Ce n'est pas aussi simple. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, la possibilité que votre propre clé privée, celle qui a été issue par le Certificate Authority, fuite. Bon, ça, normalement, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, même si ça peut arriver. Hein. J'en ai déjà reçu une par mail par quelqu'un de mes équipes que je ne citerai pas. Heureusement, elle n'a jamais été en prod, mais j'avais quand même fait la remarque que ce n'était pas faux. Bon, voilà. L'idée, c'est, bon, l'erreur est humaine, il faut mettre à jour les serveurs, il faut faire attention à la sécurité, etc., etc. Mais c'est quand même la zone de confiance, c'est le truc où on essaye de faire attention. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, la clé privée du CA, du Certificate Authority, pourrait fuiter aussi. C'est aussi un risque. Si ça arrive, alors c'est très très improbable, mais si ça arrive, ça veut dire que quelqu'un qui aurait une telle clé pourrait générer des certificats de qui il veut, qui seraient acceptés par à peu près tous les devices. Bon, heureusement, d'une part, c'est très improbable, et d'autre part, il y a quand même des mécanismes qui permettent de dire ce certificat, on l'invalide, donc ce serait un problème, mais pas pour très longtemps. Les problèmes de sécurité dans le protocole TLS, c'est aussi une problématique. Et ça va surtout dépendre des versions du serveur, mais aussi du client, parce que la sécurité de TLS va dépendre du handshake, dont la première étape, ça va être de décider quelle version utiliser et quelle sécurité utiliser en fonction de ce qui est supporté. Le serveur dit « moi, je supporte tout ça ». Le client répond en disant « ah bah moi, le plus sécurisé que je suis capable de faire, c'est ça, on va utiliser ça ». Donc, si tout le monde se met à jour, si vous ne supportez pas des OS qui sont trop anciens, si vous arrêtez le support des choses qui sont potentiellement pénibles comme SSL, normalement, il n'y a pas de souci. Et là encore, c'est côté serveur que ça va plutôt se passer, même si supporter des très vieux Android ou très vieux iOS, ça peut aussi poser ce genre de problème. Finalement, le risque le plus grand qu'on va avoir dans TLS, c'est le dernier cas. C'est quand on va avoir un Certificate Authority qui va être mis en confiance sur un appareil utilisateur à son insu. C'est-à-dire que l'appareil va accepter tous les certificats qui auraient été issus par un CA qui appartient à un attaquant. C'est le plus gros risque parce qu'on ne maîtrise pas l'appareil de l'utilisateur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Vous ne pouvez pas dire à votre utilisateur « fais tes mises à jour, assure-toi qu'il n'y ait pas un attaqueur qui ait mis un CA dans tes réglages ». Bon, ça commence à faire beaucoup, peut-être, je pense, pour la plupart du commun des mortels. Donc, tous les appareils de vos utilisateurs sont dans la zone de danger que vous ne maîtrisez pas. Cependant, on peut quand même s'en protéger. C'est avec une technique qui s'appelle le Certificate Pinning. Vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être déjà vu pourquoi ça existait ou pas. Pour résumer dans les grandes lignes, c'est on a le serveur qui donne son certificat, on a le système qui vérifie TLS de façon standardisée, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et ben on va rajouter quelque chose en plus. On va dire à l'application de n'accepter qu'un certain nombre de certificats, ceux avec lesquels on fait confiance. Si jamais un attaquant génère un certificat qui vient impersonner votre serveur, il ne sera pas validé par l'application, c'est un certificat que vous ne connaissez pas, la connexion sera refusée. Par contre, ça vient avec un coût. Le fait de devoir vérifier qu'un certificat est connu dans votre application, déjà, ça implique d'inclure les certificats dans votre application. Donc, c'est déjà une première étape. Tous les certificats dont vous voulez avoir confiance doivent être dans l'application. Puis, je vous rappelle que les certificats expirent au bout de quelques mois à un an. Donc, il faut mettre à jour l'application régulièrement pour avoir toujours les dernières versions des certificats sur l'appareil. Par conséquent, il va falloir aussi dire à l'utilisateur de faire ses mises à jour parce que, bon, au bout d'un moment, il va avoir un problème. Bon, une stratégie souvent qui marche bien, c'est quand vous avez un problème de certificat,
vous demandez à mettre à jour. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, on se dit, l'utilisateur, il a un problème de certificat, c'est parce qu'il ne met pas à jour. On lui met ça maintenant. Après, il peut y avoir des politiques de met à jour s'il y a une mise à jour. C'est un petit peu plus intrusif quand même. Là, on se dit, c'est bon, il n'y a plus de problème. La slide est pleine. Bon, j'en ai rajouté quelques-unes. Déjà, il faut aussi sécuriser un peu plus les algorithmes dans l'application, parce que si l'attaquant il a accès au device pour rajouter un CA, il peut faire pire. Hein. Il peut aller rajouter des certificats ou modifier les certificats dans votre application. Donc là, il faut vérifier que les certificats que vous mettez dans votre application, ils sont effectivement corrects. Probablement avoir un système de signature à vérifier. Vous allez aussi devoir peut-être vérifier que l'appareil n'est pas routé ou jailbreaké pour vous assurer que déjà c'est moins probable que l'application soit décompilée, modifiée, etc. Ça commence à faire un peu beaucoup de choses. En tout cas, si vous voulez vraiment vous protéger de tout ça, ça commence à faire beaucoup de choses. Ça peut être recommandé aussi de mettre une forme d'obfuscation de code pour empêcher, entre guillemets, parce que ça n'empêche jamais rien, mais ralentir le reverse engineering de votre application. Mais pareil, beaucoup d'ennuis pour mettre en place tout ça. Donc, la vraie question que je vous poserai, c'est ça existe, mais est-ce que vous devriez ? Et là, c'est une vraie question de pragmatique. Et je pense qu'en sécurité, c'est aussi important de réfléchir à la pragmatique. Est-ce que c'est important que mon application de partage de photos de chats soit sécurisée bout en bout avec des certificats de pinning pour m'assurer que personne ne va venir modifier ou intercepter mes photos de chats ? Pas sûr. Bon, par contre, quand il s'agit de contrats confidentiels à négocier entre plusieurs boîtes, etc., dans ce cas-là, ça peut peut-être faire du sens. On peut aussi s'inspirer du système. Par exemple, sur le système iOS, Apple utilise très peu le certificat de pinning. Par contre, il l'utilise sur une application assez capitale, qui est l'App Store, probablement pour éviter qu'un attaqueur puisse décider de « je vais remplacer un binaire par un autre et on va installer des trucs un peu rigolos sur le téléphone à l'insu de l'utilisateur ». Bon, ce serait dommageable. Donc, ce pragmatisme de se dire ça existe, on peut aller jusque-là dans la protection, c'est important parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, il y aura toujours des problèmes et la sécurité, ça n'est finalement qu'un jeu du chat et de la souris avec les potentiels attaquants et vous. On va pouvoir aborder maintenant l'identification et l'authentification au sein de vos apps. Et alors, mon premier combat aujourd'hui, on va parler des clés d'API. Alors, vous allez voir, j'ai une opinion assez tranchée sur ce que j'appelle les clés d'API, moi, en général. Les clés d'API, pour moi, il y en a deux types. En tout cas, j'essaye de les séparer en deux catégories. Il y a les clés qui amènent une forme d'identité et il y a les clés qui amènent une forme d'authentification, en tout cas de vérification d'authenticité de quelqu'un. Si on compare ce que ça implique, ces différentes clés, il y en a une en fait qui va être là pour identifier votre application en tant que telle, pendant que l'autre va être là pour identifier votre compte avec un provider externe. Donc par exemple, il y en a une qui va identifier votre application au sein d'un système de télémétrie pour faire du crash report, pendant que l'autre va authentifier votre compte OpenAI pour choisir qui va payer la facture. Il y en a une, on n'a quasiment pas d'accès de données, voire aucune. L'autre, c'est un peu open bar. Pareil au niveau de la modification ou des opérations potentiellement destructrices sur un compte. Et disons que si quelqu'un vient abuser de la clé, pour la clé d'identité, dans le pire des cas, on va s'amuser à vous envoyer des faux crash reports, si c'est possible. Bon, écoute, s'il y a quelqu'un qui a du temps à perdre pour ça, pourquoi pas. Dans l'autre cas, vous allez payer pour quelqu'un d'autre ou potentiellement avoir des problèmes plus graves en fonction du service incriminé. Pour résumer, sur ce que je pense des clés d'API, bon, déjà, il y a un consensus, c'est qu'on doit éviter de les commiter. Bon, alors là-dessus, je suis d'accord avec le consensus. C'est mieux de pas commiter ce genre de choses parce que ça change, parce que c'est pas vraiment relevant, comme on pourrait dire en anglais. Mais par contre, au niveau de est-ce qu'on peut se permettre de les faire fuiter, la clé d'identité, c'est mieux si elle n'est pas dans la nature, mais en général, ce n'est pas la seule forme d'authentification qu'il y a. Par exemple, pour prendre un exemple avec RevenueCat, qui permet d'avoir des achats in-app que j'utilise dans mes applications en personnel. La clé d'identité, sans l'identifiant utilisateur qui est généré, qui est assez aléatoire et qui est assez secret, on peut pas faire de mal.
Et donc, on peut juste générer des nouveaux identifiants utilisateurs qui sont associés à aucun achat. Donc, c'est assez limité. Ça ne provoque pas trop de problèmes si c'est dans la nature. Du coup, est-ce qu'on doit envoyer dans l'application la clé d'identité? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Est-ce qu'on doit envoyer la clé d'authentification dans une application? Jamais de la vie. Parce qu'on peut l'intercepter, on peut faire plein d'autres choses. Et ce que j'entends par là, c'est même un mécanisme où l'application n'a pas la clé, mais elle va aller la chercher d'une façon un peu tarabiscotée. Allez hop, je vais aller chercher ça dans les assets qui sont dans tel truc, de machin. Non, parce qu'une fois que c'est dans votre application, quel que soit le niveau d'offuscation que vous allez mettre, elle peut être récupérée d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, pour bien illustrer ça, une application qui communique directement avec OpenAI, ça veut dire qu'elle a votre clé OpenAI dedans. Rien que l'interception des données qu'on a vues avec un certificat vérolé, vous obtenez la clé. Et puis, après, on va me dire, si on fait du certificate pinning, comme ça, au moins, on ne peut plus intercepter. Oui, mais on peut toujours décompiler l'application. Alors après, est-ce qu'on offusque, est-ce qu'on machin? Bon, il y a quand même une solution plus simple. La solution plus simple, c'est de revenir dans la zone de sécurité, de sortir de la danger zone et de mettre la clé d'API sur votre serveur que vous contrôlez. L'intérêt de votre serveur, c'est que vous le maîtrisez, lui. Il ne peut pas y avoir normalement de CA vérolé ou de choses comme ça. Donc, quand vous communiquez avec OpenAI, vous savez que vous communiquez avec OpenAI. Bien évidemment, et j'ai vu des applications qui font ça, je ne citerai personne, vous ne devez pas être juste un passe-plat de l'API que vous utilisez, parce que sinon, on vient au même problème. Si vous exposez exactement l'API d'OpenAI sur votre serveur et que la seule chose que vous faites sur votre serveur, c'est ajouter votre clé, autant donner votre clé directement. Parce que, c'est littéralement ouvrir aux quatre vents une API. Donc, j'ai vu des applications faire ça, des applications de ChatGPT notamment. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, c'est un peu dommage de payer pour n'importe quoi. Si vous voulez prototyper un truc gratuitement sur OpenAI, vous pouvez venir me voir. Je vous donnerai peut-être des tips de où est-ce qu'il faut chercher. La bonne méthode, c'est toujours de revenir à votre modélisation business. Votre serveur ne doit exposer que des choses qui sont vis-à-vis de votre application logiques. Et ensuite seulement, la logique de votre serveur va devoir appeler des éventuels providers. En faisant ça, vous réduisez finalement ce qu'on appelle la surface d'attaque, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser des choses qui coûtent de l'argent à votre insu pour faire autre chose que ce que c'est censé faire. Et c'est généralement une meilleure pratique. Et alors, des points bonus, si vous ajoutez une forme d'authentification entre votre serveur et votre application. Alors, quel genre d'authentification je parle? Moi, j'en vois deux types principaux. Le premier, ce serait de vérifier l'authenticité de l'application. Donc, l'idée, là encore, c'est encore de la cryptographie, encore et toujours. C'est d'utiliser des API qui sont données par Google et Apple pour que le device donne une signature qui va ensuite pouvoir être vérifiée par votre serveur en communiquant directement avec les serveurs de Google et Apple. C'est de la cryptographie, c'est compliqué, c'est pénible à mettre en place. Il y a des solutions plus rapides à mettre en place qui sont clés en main avec Firebase et autres. Mais voilà, l'idée est là, c'est vérifier que c'est bien l'application installée légitimement sur le téléphone qui est en train de communiquer avec mon API. Deuxième type d'authentification qui peut être complémentaire, c'est simplement d'authentifier vos utilisateurs, c'est-à-dire de savoir avec qui vous manipulez, qui est en train de faire un appel. Dans le meilleur des cas, si quelqu'un abuse de vos API, vous pouvez le bannir. Et puis, si c'est des comptes payants, vérifiez l'état payant du compte qui utilise vos API du côté de votre serveur. Comme encore et toujours, revenez-en toujours à la zone de sûreté, l'endroit où on fait confiance, c'est votre serveur. Ça se voit que je suis un back-end architecte ou... Donc, quelques petits mots sur l'authentification utilisateur. Donc, l'authentification utilisateur, déjà, je vous rappelle que le mot de passe de votre utilisateur est un secret. Bon, si vous ne le saviez pas, c'est dommage. Mais en tout cas, si vous devez le stocker sur l'appareil, s'il vous plaît, stockez ça dans un endroit adapté, c'est-à-dire le keychain ou le key store en fonction de vos technologies respectives. Je ne me souviens plus du nom sur les technologies Microsoft, mais il y a un petit nom aussi. Mais voilà, ça doit être sur l'espace de stockage le plus sécurisé de l'appareil sur lequel vous installez votre application. Et a priori, ce n'est pas vous qui allez
l'inventer. Il y a des solutions toutes faites qui ont été faites par des gens qui sont payés pour ça. Et on les remercie. Pour ce qui est du processus d'authentification, c'est compliqué à faire. Une authentification, c'est un processus complexe avec de la cryptographie, des bonnes choses aux bons endroits. En général, il vaut mieux essayer d'éviter de le réinventer. Tout doit être vérifié, bien évidemment, par le back-end. Il n'y a aucune logique de vérification qui doit être en dehors de votre zone de sûreté, bien évidemment. Et puis, si vous pouvez utiliser, ça dépend, un identity provider ou en tout cas un standard identity provider comme O2, c'est toujours mieux parce que ça évite de réinventer la roue, ça évite de faire des bêtises. Et les gens qui ont travaillé 10 ans à essayer de faire un standard, ils ont peut-être fait des bêtises, mais ils ont fait pas mal de choses bien quand même et ils sont dans l'amélioration continue. Donc voilà, des exemples sur nos plateformes, c'est Sign In with Google ou Sign In with Apple qui amènent ce niveau de sécurité-là. Et dernière chose, si vous avez un flow d'authentification qui passe par une WebView, en tout cas un équivalent, essayez d'utiliser une implémentation open source ou système. Il y en a une système pour Apple et c'est open source pour Android pour le flow de l'authentification. Ça vous évitera, pareil, de faire une petite bêtise, d'omettre de vérifier un petit paramètre. Bref, l'erreur est humaine et utiliser quelque chose qui a fait ses preuves, c'est souvent une bonne idée. Un petit mot sur le login automatique. Bon, déjà, si vous avez un login automatique, c'est que vous stockez la session ou le bearer token. C'est encore une fois un secret. Donc, le cookie de session est généralement géré par le système, mais il est possible que vous le stockiez aussi. Et si vous stockez l'un ou l'autre, pareil, comme le mot de passe, c'est un secret. Quelqu'un qui extrait une session utilisateur prend le contrôle de cet utilisateur littéralement, donc dans le keychain ou dans le keystore. Dernière petite remarque, et ça c'est une remarque qui me vient un petit peu plus de mon expérience web. Si vous avez des liens universels qui ouvrent votre application, je vous propose de faire particulièrement attention au combo lien qui fait une action et auto-login, parce qu'on a vite fait d'avoir finalement un lien qui va faire une action un petit peu à l'insu de l'utilisateur. Demandez-lui confirmation quand il vient de l'extérieur pour faire une action, simplement pour éviter qu'une action soit prise un peu à son insu. C'est assez rare comme pattern, mais voilà, je pense que c'est bien de le rappeler. Ce qui nous amène à notre pause numéro 2. Donc, je suppose que vous vous souvenez de cette chose, cette magnifique machine du turfu là, qui envoie des croquettes à foison quand on le veut depuis l'application. Bon, vous dites bien que j'ai été un petit peu plus loin dans mon reverse engineering, que je me suis dit, bon, si l'API n'est pas sécurisée, c'est un problème, mais jusqu'où ça va? Donc, on n'avait pas de TLS, donc déjà, ça veut dire que le compte utilisateur, le mot de passe, j'en passe. Heureusement, j'utilisais un mot de passe unique, mais petite pensée pour tous les gens qui n'utilisent pas un mot de passe unique. Mais après, il y a un autre truc qui m'a dérangé. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe dans une API, il y a un moment, on cherche à se poser la question de comment on s'authentifie. Sauf que là, dans les appels, il n'y avait pas de session de cookie, il n'y avait pas de cookie de session, il n'y avait pas non plus de bearer token. En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'authentification du tout. C'est-à-dire que l'authentification était un mensonge. L'application vous demandait de vous authentifier, puis après, vous aviez votre machine, mais c'était juste là pour identifier votre compte et puis vous donner accès à votre machine comme ça. Mais si vous mettiez l'ID d'une autre machine, eh ben, vous nourrissiez un animal random dans le monde. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai rendu heureux un chien ou un chat, ni dans quel pays, mais c'est arrivé. J'ai déclenché un seul repas pour vérifier mon hypothèse de la non-authentification et à mon effarement, ça a fonctionné. Ah. Donc, plutôt que de faire le reverse engineering de l'API et de recoder une app, eh ben finalement, je n'ai pas pris le temps de coder une app. À la place, j'ai codé une API. En fait, j'ai fait le reverse engineering de la machine en elle-même. C'est-à-dire que la machine, j'ai étudié comment elle communiquait avec le web. J'ai tout intercepté et ça communique avec ma propre API qui, elle, a non seulement TLS, mais a aussi une authentification, ce qui est révolutionnaire en 2024. C'est open source. Et alors, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, l'API officielle a rendu l'âme. Et donc, maintenant, la seule façon de faire fonctionner ces machines, c'est en utilisant mon reverse engineering qui est open source et hébergé. Donc, j'ai à peu près une dizaine de machines qui sont sur mon API branchées par des tech aficionados. Mais vu que ce n'est pas très, très facile à paramétrer, je ne pense pas que ça va grandir beaucoup. Puis, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent encore cette chose. Bref.
Ça fait beaucoup d'efforts de sécuriser une application et surtout les transferts de données avec TLS, Certificate Pinning, vous avez des données sensibles, vous avez été obligé de faire toutes ces choses-là, l'offuscation et tout, j'en passe. Dans les audits, on vous remonte encore des trucs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se dit, ça y est, tout ce qui transite sur Internet, c'est béton. Il n'y a plus rien qui peut être intercepté. Donc, c'est le moment idéal pour avoir un petit mot sur les données utilisateurs. Donc, déjà, premier petit conseil, vous avez des données sensibles que vous protégez quand elles transitent. Elles arrivent sur votre appareil. Que faites-vous? Vous les stockez. On a de la persistance sur nos appareils. Ce serait pas mal de les chiffrer, non? Parce que bon, là, je vous rappelle que l'appareil est toujours dans la danger zone. Donc, chiffrez les données sensibles que vous recevez, si elles sont suffisamment sensibles pour justifier le chiffrement. Et dans ces cas-là, les bonnes pratiques, c'est clé symétrique pour le chiffrement. Vous générez ça quand vous en avez besoin. Vous stockez la clé dans le keychain et le key store. Et on passe à la suite. Maintenant, on va poser la question des données sensibles sur le serveur. Alors, le serveur, c'est dans la trust zone. Donc, on peut faire confiance au serveur. Normalement, il n'y a pas de souci avec le serveur, mais quand même, on va quand même se sécuriser. C'est des données sensibles. On va quand même les chiffrer au cas où. Si quelqu'un rentre sur le serveur, on ne veut pas que les données utilisateurs fuitent. Ça fait mauvaise presse. Et là, encore pareil, clé symétrique. On les génère quand on en a besoin. Si possible, une par client ou on peut même aller à une par document si on veut. Et on stocke tout ça dans un KMS, un Key Management System, un truc fait pour stocker des clés. C'est l'équivalent du keychain, mais pour les serveurs. Maintenant, une petite recommandation. Celle-là, elle est personnelle. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne suivront pas ça parce que la monétisation des données, tout ça. Mais si on n'a pas besoin d'accéder aux données qui transitent sur le serveur, moi, je ne peux que recommander le chiffrement bout en bout. L'idée, elle est simple. C'est impossible d'avoir une fuite de données si ce n'est pas vous qui avez les clés. Donc là, le concept, il est assez clair. La clé, elle n'est possédée que par les appareils qui ont besoin des données. Elle est partagée par d'autres moyens qui sont sécurisés et chiffrés. Et le serveur ne voit passer que des données chiffrées. Ça peut être un cas qui peut être utile. Mon application Padlog de Digicode utilise ce genre de pattern pour le partage des digicodes parce que je ne voulais pas avoir des adresses et des digicodes sur mon serveur. D'une part parce que ça ne m'intéresse pas et d'autre part parce que je n'ai pas envie que ça finisse dans la nature si jamais il se passait quoi que ce soit. En conclusion, et je pense que c'est la meilleure façon de voir le pragmatisme de la sécurité par défaut, ça ne marche pas trop mal. S'il y a besoin d'aller plus loin, ça a beaucoup de conséquences et dans ces cas-là, il faut se faire accompagner parce que ça ne sert absolument à rien de verrouiller la porte si vous laissez la fenêtre ouverte. Voilà, merci. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous ai pas assommé, ça va. Sinon, c'est le post-prandial, tout le monde fait la sieste. Merci pour la conf, c'est super intéressant. Moi, j'avais une question sur une des premières slides que tu as fait sur commiter les clés d'API, par exemple. Moi, j'ai une autre vision, c'est que quand on décide de jamais les commiter, souvent, on se les envoie via du Slack, du mail, du machin, et c'est le meilleur moyen pour qu'elles finissent un peu n'importe où. Et la politique que j'ai préféré mettre en place, c'est les commiter, mais toujours chiffrés, avec un petit outil qui s'appelle GitCrypt, qui le chiffre à chaque fois qu'il y a un commit qui est fait. Comme ça, les clés sont variabilisées, sont versionnées, je veux dire, mais elles ne se diffusent pas et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. À partir du moment où la clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer les choses est intégrée de façon sécurisée et qu'on ne partage pas la dite clé dans Slack, c'est mieux, c'est très bien. Il n'y a aucun souci à commiter des choses qui sont chiffrées et inutilisables. Après, le ne pas commiter, c'est surtout un consensus pour déjà ne pas pourrir l'historique du code avec des choses qui sont finalement un peu plus infrastructure. Et puis, c'est aussi pour éviter de retrouver ça sur des repositories publics. Je vous laisse chercher API keys dans GitHub. C'est toujours une recherche très drôle à faire. Mais en chiffré, il n'y a pas de souci. Assurez-vous juste que les clés, elles viennent de quelque chose de bien. Généralement, c'est plutôt une bonne pratique de se dire que la clé, elle est dans un KMS. L'accès au KMS, il est pas configuré bien comme il faut sur les machines des devs pour les clés de dev. Et puis pour la mise en prod, c'est le CI qui va venir récupérer la clé de chiffrement, déchiffrer et faire la compilation de l'application. Ce n'est pas une mauvaise pratique du tout. Merci.
Petite question sur le certificat pinning. J'ai une info que j'ai pas vérifiée, mais qui dit que quand le certificat expire, est renouvelé, on pourrait garder la clé encore valide. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, en fait, je vois ce que tu veux dire et ça dépend de ce que tu viens faire comme pinning. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a tout le côté chaîne de vérité de la clé privée jusqu'au certificat final. Et si on vient faire du pinning sur une partie de la chain et pas la totalité de la chain, ça permet effectivement d'avoir une validité étendue. Mais dans ce cas-là, on valide un petit peu moins du certificat. Donc, c'est en théorie un peu moins sécurisé, même si la différence, elle est moindre. Donc, ça peut être un compromis dans ces cas-là. Après, je ne sais pas si sur iOS et Android, tu as vu les différences de mécanismes de certificat pinning. Alors, en théorie, à la fin, les mécanismes sont similaires et la logique est similaire. Là, on est sur du standard. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de disparité HTTP, TLS entre iOS, Android et les autres choses. C'est surtout la mise en place qui est un peu différente en fonction des API qui sont fournis par Google et Apple. Mais je vous rassure, si on revient bas niveau et qu'on repasse sur du C, on peut absolument tout faire. Ok, merci. Est-ce que l'authentification utilisateur, le Graal, c'est pas la biométrie stockée sur le device? Alors, je dirais que je pense qu'il y a quand même moins de sécurité dans un truc biométrique physique que dans une clé chiffrée. Moi, je dirais plutôt que le Graal de l'authentification, c'est l'authentification passwordless qui commence à émerger aujourd'hui. Alors, il y a des noms différents qui traînent. Je ne sais plus comment Apple appelle ça, passkey ou un truc comme ça. Où en fait, l'idée, c'est que plutôt que de demander à l'utilisateur un mot de passe, on va générer pour lui une clé privée, une clé publique, et on en revient finalement à la cryptographie de base, et on va stocker la clé privée générée pour un service de façon sécurisée. Le capteur biométrique, il fonctionne aussi sur des notions de clés privées, clés publiques, avec le Secure Enclave sur Apple, et puis sur d'autres systèmes similaires sur Android. Et en fait, on en revient toujours à cette idée de clé privée, clé publique pour vérifier les données. Ce qui fait qu'en théorie, on ne peut pas extraire les données qui sont stockées vu qu'elles sont chiffrées par une clé qu'on ne peut pas non plus extraire. Toujours en théorie, hein, je me méfie toujours du on peut pas, on peut toujours. Faut s'en donner les moyens et c'est juste que c'est extrêmement difficile à quasi impossible. En tout cas pour le commun des mortels, hein, là, s'il y a des attaques de ce genre-là, c'est plutôt étatique. Mais voilà, ce que je reprocherais en fait à la biométrie, c'est la limitation des capteurs. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne fait qu'interpréter de la statistique sur les capteurs. Et puis, il y a un peu de tolérance parce que le visage ou l'empreinte digitale, elle peut bouger un petit peu. Le capteur, il peut être sale. Et ces seuils de tolérance, la façon dont cette tolérance est faite, fait qu'il peut y avoir des faux positifs. Là où avec une clé privée et une clé publique, il ne peut pas y en avoir. C'est tout ou rien. Pour question? Merci pour la présentation. Par rapport au certificate pinning, si une malencontreuse bourde côté serveur fait que le certificat est renouvelé ou quelque chose comme ça, on est d'accord que ça rend indispo la communication côté app avec le serveur? C'est le principe. C'est-à-dire que si quand le certificat de pinning il est pas bon, on fait sans le certificat de pinning, autant ne pas le faire du tout. Donc effectivement, et ça arrive même chez nous, on a une mauvaise synchronisation, on met à jour le mauvais certificat sur une des machines et l'application ne fonctionne plus sur un de nos serveurs. C'est pénible. En général, dans ces cas-là, on revient en arrière côté serveur, le temps de faire la mise à jour de l'applicatif. Mais oui, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans les process au sein de la boîte pour éviter de casser votre application en prod. Et puis, ça implique aussi d'avoir une période de transition. C'est-à-dire que quand on prévoit de renouveler un certificat, il faut prévoir à l'avance de faire une mise à jour. Il faut faire cohabiter les deux certificats, l'ancien et le nouveau, sur l'application avant de pouvoir effectivement faire le remplacement côté serveur. Donc, c'est pas seulement des ennuis côté application, c'est aussi des ennuis sur toutes les opérations de mise en place de l'applicatif.
Pour résumer, la sécurité, c'est bien, mais ça coûte cher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez avoir une longue pause? Prendre un peu l'air. Ou sinon, c'est que tout le monde a chaud aussi. Ouais, je vais ouvrir la fenêtre. Merci pour la presse, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai une question un peu annexe sur le cat feeder. Comment est-ce que tu as fait pour le modifier pour qu'il aille taper ton API plutôt que celle officielle? Est-ce que tu as utilisé un proxy en local? Alors, je suis super content que tu poses la question parce qu'on va encore se marrer. C'est des choses que j'ai pas mis dans la présentation, mais c'est tellement caricatural d'une machine qui n'est pas finie. Bon, j'ai quand même mené mon enquête sur cette machine pour essayer de comprendre ce que c'était. Et en fait, j'ai compris que cette machine, c'était un prototype d'une boîte canadienne qui a fait faillite avant de vraiment se mettre sur le marché et qui a été ensuite vendue par une boîte chinoise. Voilà. Donc, bon, voilà, comme ça, vous avez l'histoire de la... Même si je n'ai pas réussi à trouver toutes les sources, mais c'est ce que j'en ai déduit. Et donc, la première approche, c'était effectivement de faire le proxy moi-même. Donc, j'ai intercepté ce qui sortait de ma machine. Donc, ma machine, en fait, elle faisait un WebSocket non sécurisé vers un serveur quelconque. Donc, j'ai intercepté l'IP et le port. J'ai mis ça sur mon serveur WebSocket et j'ai commencé à regarder ce qui venait. Ensuite, j'ai fait un WebSocket client avec la vraie API. J'ai chopé ce qui sortait de ma machine. Je l'ai envoyé manuellement à la vraie API. J'ai reçu une réponse que j'ai envoyée à ma machine pour voir ce qui se passe. Et j'ai pu faire une fausse machine à croquettes, coder une fausse machine à croquettes pour l'API, utiliser l'API et recevoir des messages que j'ai pu ensuite décoder. C'est du binaire, c'était des trucs un peu bizarres, assez originaux. C'était ensuite mis en place avec un proxy pour taper sur mon API. Puis ensuite, totalement par hasard, en faisant un scan réseau de chez moi un jour, j'ai eu une curiosité et j'ai été voir ce qui se passait sur les ports de ma machine. Donc, j'ai scanné tous les ports de ma machine sur son IP privé et je me suis rendu compte que le port 80 était ouvert. Donc, j'ai ouvert mon navigateur, j'ai mis l'IP de ma machine et là, il demande username, mot de passe. Alors, dans ces cas-là, on fait quoi? Dans ces cas-là, on met admin, admin. Et bien, vous savez quoi? Ça a marché. Et là, je suis rentré dans une configuration qui était tout en mandarin. Heureusement, on pouvait choisir anglais en haut à droite. Et qui permettait de choisir le nom de domaine sur lequel on voulait connecter son WebSocket. Donc, maintenant, c'est le mien. Ok, merci. Comme quoi, si vous avez des Internet of Shit chez vous, creusez, ça peut être drôle. Est-ce que vous avez envie de découvrir d'autres anecdotes en posant d'autres questions? Sinon, je raconte des anecdotes aussi ad lib dans la zone de repos. Merci pour la presse. Du coup, moi, j'avais une question. Bon, c'est le jour où, du coup, les ordinateurs quantiques arrivent à casser le système de clés asymétriques. Ça serait quoi votre premier réflexe? On fait des clés plus grosses. Ah, ok, bon. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que, j'en ai pas parlé dans cette présentation, mais toute la cryptographie sur laquelle est basée Internet et la sécurité, elle est aussi basée sur des tailles de clés. Et plus la clé est grande, plus en théorie, c'est impossible de casser. Et les ordinateurs quantiques, le risque, c'est effectivement d'avoir la puissance de calcul qui permette de casser une clé. Ce que j'entends par casser une clé, c'est on a une clé publique et on en déduit la clé privée à partir de la clé publique en faisant des calculs mathématiques. C'est quasiment impossible avec des machines classiques. En tout cas, ça prendrait des millions d'années parce que ça a été fait pour ça. Par contre, à partir de la clé privée, vous régénérez la clé publique comme vous voulez. Ça, c'est justement fait pour ça. Mais l'ordinateur quantique permettrait de faire ça. Et il permettrait aussi de casser le chiffrement symétrique, c'est-à-dire à partir d'un jeu de données chiffrées et en faisant du brute force, vous pourriez retrouver la clé de chiffrement initiale. Donc, c'est un risque. Et puis, pour en prévenir, c'est qu'il va falloir augmenter la taille des clés avant d'avoir des ordinateurs capables de percer les clés actuelles. Et plus cette technologie-là aura des avancées, plus on fera des clés grandes. Ça aura un problème, c'est que si on a des ordinateurs pas quantiques qui utilisent des clés faites pour se sécuriser des ordinateurs quantiques, ça va mettre de plus en plus de temps à chiffrer et déchiffrer. Donc ça fait aussi partie
trouver l'équilibre et de rester pragmatique. Mais bon, je vous rassure, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les ordinateurs quantiques, c'est encore très théorique. Les premiers résultats, ils sont encore expérimentaux, mais ça reste quelque chose à surveiller, bien sûr. Mais c'est comme la sécurité, c'est comme le reste, c'est un jeu du chat et de la souris, y compris sur les potentielles technologies qui rattrapent. Merci. Ça irait. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup.